Bonjour Rana Lévy. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur au Centre de recherche politique Raymond Aron. Votre dernier livre, Le chaos de la démocratie américaine, vient d'être édité en poche aux éditions Gallimard. C'est une nouvelle édition. Justement, vous le dites, ce chaos, finalement, il a été plutôt calme jusqu'ici. Depuis l'élection de Donald Trump, on s'est habitué. On s'est habitué, c'est même frappant à quel point tout le monde se tourne vers, les projets, les excès, les promesses dont, on ne sait pas s'il arrivera à les tenir dans les 4 années à venir et on oublie qu'il y a derrière cette élection nette, sans appel, mais avec des écarts, plutôt limités avec son adversaire, Kamala Harris. Il y a un problème qui est un problème qui est lié à la démocratie. Trump, c'est quelqu'un qui ne respecte pas l'état de droit, qui ne respecte pas les règles démocratiques, qui en a profité avec éclat aux dernières élections. C'est une élection démocratique qui donne pas une carte blanche, mais beaucoup de latitude à un homme pour qui la démocratie est plutôt un obstacle qu'un moyen de gouverner. Et ce problème, qui est un problème fondamental, est quasiment éclipsé, mais pour des raisons compréhensibles, par les brouhahas de son entrée en fonction, parce que Trump est président, comme vous l'avez probablement constaté, depuis son élection. Il n'a Il est- pas attendu son investiture. Il a gagné une forme de bagarre, de bataille culturelle, j'allais dire bagarre, mais on peut appeler ça une bagarre. Comme le dit le New York Times hier, le soutien pour sa politique excède sa personne avec des chiffres qui sont tout à fait étonnants. Alors par exemple sur l'immigration, c'est une sorte de raz-de-marée, c'est-à-dire lorsqu'on demande aux Américains s'ils soutiennent ou pas ces différents propos, déporter les immigrants qui sont là illégalement et qui sont arrivés dans les 4 dernières années. 63% des Américains sont pour, 55% des Américains veulent déporter tous les immigrants qui sont là illégalement. Et puis je pourrais continuer les différents items, mais on voit que l'une des raisons de sa victoire est tout simplement que la politique qu'il propose est populaire, Rana Levy. Le problème de l'immigration et l'explosion de l'immigration illégale dans les 2 dernières années, dans les 3 dernières années, c'est une ombre qui accompagne toutes les présidences depuis avant même Bush fils. Et aucun président des États-Unis n'est parvenu à s'attaquer à ce problème qui est devenu un problème national et qui suscite de l'hostilité un peu à travers, qui transcende les divisions politiques entre démocrates et républicains. Mais dans le sondage que vous citez, et dans d'autres sondages, il y a une distinction nette faite par une grande majorité d'Américains entre la déportation des immigrés illégaux récents et les immigrés illégaux qui ont fondé une famille aux États-Unis, dont les enfants, de par la loi américaine, sont américains de naissance. Il y a là une hostilité nette contre la déportation. Il faut rappeler que quand Trump, dans son premier mandat, a commencé à déporter ce qu'on appelle les Dreamers, c'est-à-dire les enfants américains d'immigrés illégaux, il a dû s'arrêter. Oui, je précise que déporté est le terme utilisé par Trump et donc par le New York Times. Il s'agit du verbe deporting. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Rana Levy, ce qui étonne dans cette question migratoire dont on entend qu'elle a été au cœur de l'élection, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a quasiment pas de chômage et un grand nombre d'industries, de services ne tiennent que grâce à la présence d'immigrés clandestins. Vous avez raison, et on peut s'étonner que Trump veut s'attaquer à cette question migratoire le premier jour de son entrée en fonction. Mais il l'a dit, c'est pas l'économie, c'est la question de l'immigration illégale qui l'a fait élire à la Maison Blanche dans les conditions qu'on connaît. Et donc, il s'y attaque le premier jour. Mais vous avez tout à fait raison. Euh,
quand on regarde les conséquences économiques, tous les spécialistes le disent, il y a là une unanimité entre les spécialistes, ça risque de créer un problème économique grave parce que les immigrés occupent la restauration, les bâtiments, l'agriculture, et si on les déporte, ce qui n'est pas faisable dans les conditions qui sont décrites par le nouveau président, on va vers une crise économique que tout le monde indique et dont on ne voit pas très bien comment le nouveau président peut la résoudre. Il y a un autre problème, ce sont les moyens de la déportation. Et ils ont calculé que la déportation massive telle qu'il l'a décrit produirait un coût tel qu'elle devient pratiquement infaisable. Donc nous sommes toujours, comme toujours avec Trump, dans le décalage entre le caractère catégorique des déclarations, les intentions, le soutien massif et l'exécution qui est plutôt modeste. Il a déporté moins d'immigrés illégaux que Obama pendant son premier mandat. Vous vous moquez dans votre livre Le chaos de la démocratie américaine, Rana Levy, des explicateurs professionnels, je vous cite, qui considèrent justement que Trump a gagné grâce à l'économie. Et vous citez cette phrase maintes fois répétée de Clinton après sa victoire de 1992, It's the economy stupid, c'est l'économie qui compte, idiot. C'est pas l'économie qui a compté dans cette campagne, c'est ça que vous voulez dire? Je veux dire, dans la récente élection de Donald Trump. L'économie était un facteur majeur. Et c'est pour des raisons économiques que des électeurs récemment arrivés, les hispaniques, les noirs et les jeunes, ont voté pour Trump. Mais ce qui peut étonner, c'est que nous sommes aujourd'hui à un tournant de l'histoire de la démocratie moderne où arrive à la Maison-Blanche, avec un soutien massif des barons de la tech, les barons du Wall Street, et les barons des grandes industries, quelqu'un qui a une conception radicalement différente de la démocratie que celle qui préside à nos vies depuis 2 siècles. Pour lui, le pouvoir, le droit est une émanation du pouvoir. Pour nous, le pouvoir est une émanation du droit. C'est un inversement fondamental et qui est très peu discuté en ce moment. Il sera évoqué probablement davantage quand les problèmes commenceront à arriver, mais il y a aujourd'hui une portion, je dirais, des citoyens de nos démocraties pour qui le pouvoir est la source de toute légitimité politique. C'est-à-dire la force extraordinaire du suffrage universel comme producteur de légitimité politique est aujourd'hui battue en brèche par de nombreux éléments que nous connaissons, l'affaiblissement de l'engagement, le désengagement démocratique, le pouvoir énorme des réseaux sociaux et, je dirais, la primauté des passions dans la détermination des choix politiques. Le qualifier d'extrême droite, est-ce que ça lui convient? Est-ce que c'est en quelque sorte euphémiser sa position? Parce que pendant la campagne, on a dit il n'est pas seulement d'extrême droite, il est fasciste. Aujourd'hui, on voit qu'à son investiture, il y a ce qu'on appelle l'extrême droite mondiale qui est conviée. Le génie de Donald Trump et son charme pour certains, c'est qu'il échappe à toutes les définitions, à toutes les catégories que nous connaissons. Il n'est certainement pas fasciste, il est incapable, il n'a pas les moyens et probablement pas la volonté. C'est un égocentrique monumental, il n'a pas l'intention d'instaurer le fascisme aux États-Unis. Et il faut... Des égocentriques fondamentaux, Mussolini, oui. En était un par exemple. Oui, mais ce n'est pas quelqu'un qui a les moyens d'imposer un régime fasciste, parce qu'il ne faut pas oublier que la Constitution américaine, malmenée depuis quelques années, a beaucoup de moyens pour freiner ou pour même empêcher l'accession du fascisme tel que nous le définissons. D'abord, c'est un pays extrêmement décentralisé, qui confère des pouvoirs considérables aux États,
où les républicains ne sont pas majoritaires partout. Il y a une séparation des pouvoirs qui fonctionne. On dénonce, on déplore, parfois à juste raison, que la Cour suprême soit dominée par des juges conservateurs, mais il ne faut pas oublier que ce sont des légistes qui appliquent la loi et qui ont beau être militants, ils ne sont pas, je dirais, comme les sénateurs républicains, les porteurs du projet de Trump. Et alors, on dit, et vous revenez là-dessus dans votre dernier livre, Le chaos de la démocratie américaine, Rana Levy, on dit que finalement, il a dynamité le Parti républicain, c'est clair. D'ailleurs, dans les journaux, on parle de plus en plus, non plus du Parti républicain, mais de MAGA, Make America Great Again. Trump a radicalement modifié le Parti républicain, comme en Israël, Netanyahou a complètement bouleversé le Parti Likoud. Il l'a caporalisé, il a éliminé, même sans un plan, il n'avait pas un plan particulier, les éléments modérateurs, et il en a fait un instrument de ses ambitions, bonnes ou mauvaises. Aujourd'hui, écoutez, au moment de la destitution, quand Nixon a enfreint la loi, la Constitution, il est allé voir les sénateurs et les républicains et il leur a demandé de le soutenir. Ils lui ont dit qu'il ne pouvait pas le soutenir, qu'il fallait qu'il parte, sinon il serait destitué, impeached. Au moment où Trump a eu son procès de destitution, le vote était strictement aligné sur les rapports de force politiques. Donc, une institution sacrée créée par les fondateurs de la République américaine a été d'une certaine manière dévitalisée, d'abord par Clinton. Le premier exemple, c'est que Bill Clinton, qui a été innocenté par un vote purement partisan, et ensuite Trump. Voilà un élément de la démocratie américaine qui ne fonctionne plus, qui est d'une certaine manière constitutionnelle et inutilisable. Et il y en a d'autres. Mais il ne peut pas imposer sa loi comme un Mussolini ou comme un autre, ou même comme un type comme Orban. Bon, il y a quand même le problème de la Cour suprême. Il y a un problème. Cour suprême à sa botte, c'est quand même... Je n'irai pas jusqu'à dire que la Cour suprême est à sa botte. La Cour suprême est composée par des juristes qui appliquent la loi et qui, quand ils peuvent, dans la marge que peuvent leur donner les cas qui leur sont soumis, font parfois pencher la balance du côté, en l'occurrence, conservateur, ce qui est déplorable. Il est incompréhensible pour nous que les nominations au pouvoir judiciaire sont faites sur des inclinations politiques. Mais il ne faut jamais oublier que les juges sont d'abord des juges. Donc eux aussi ont leur, je dirais, surmoi juridique qui les empêche de satisfaire indéfiniment les volontés de Trump. Ils l'ont fait même très récemment, puisqu'il a voulu qu'ils annulent une décision de ne pas prononcer le verdict qui vient d'être prononcé sur ces affaires à New York. Et donc, ils appliquent la loi. Ils appliquent la loi avec un préjugé politique. Mais justement, c'est quelque chose de très étonnant de voir le pouvoir qu'a cette Cour, alors même, comme vous le dites, qu'ils ont des préjugés politiques évidents dont ils ne se cachent pas. Oui, ils ont un pouvoir énorme et ils sont les inventeurs, si vous voulez, de l'activisme judiciaire qui est dénoncé un peu partout. Mais ils appliquent la loi. Ils font de l'activisme judiciaire dans le cadre de la loi. Rana Levy, vous êtes politiste, Le chaos de la démocratie américaine, c'est le livre que vous publiez chez Folio Actuel, autrement dit en poche. Vous serez rejoint dans quelques instants par Laurence Nardon. On va parler de la politique extérieure de Trump et notamment, bien sûr, de la première conséquence de son arrivée au pouvoir, autrement dit cette trêve conclue entre le Hamas et Israël et cette première libération de 3 otages israéliens. 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
C'est aujourd'hui l'investiture de Donald Trump et comme vous nous l'avez dit, Rana Levy, Donald Trump est président depuis qu'il a été élu. Dès lors, un certain nombre de ses propos, de ses actes même, se voient dans l'actualité internationale. Par exemple, cette trêve négociée entre Hamas et Israël. Nous accueillons Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'Institut français de relations internationales. Avant de parler de l'Amérique, j'aimerais revenir sur ce que vient de dire mon camarade Jean Lémarie. Il expliquait que donc la gauche a mollement soutenu dans une élection partielle son candidat, un candidat LFI, la France Insoumise, et que c'était finalement la macroniste social-démocrate qui avait été élue avec ces deux gauches impossibles, ce qui doit renvoyer aussi au débat actuellement dans le parti démocrate américain. Quelle stratégie aurait-il fallu tenir contre Donald Trump? Qu'est-ce que peut aujourd'hui la gauche américaine face à Donald Trump? Et le Parti démocrate devait commencer par avoir un candidat crédible à l'élection présidentielle s'il voulait exister dans ces élections. Il a multiplié les erreurs. Enfin, Biden avait promis de faire un seul mandat. En cours de route, il s'est présenté en expliquant qu'il était le seul adversaire crédible qui pouvait gagner contre Donald Trump. Il a eu tort. Son état de santé ne lui permettait pas d'être élu, encore moins d'exercer 4 ans de mandat. Il vient d'ailleurs de le concéder trop tard. Et il a été, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a été littéralement déposé par son parti, qu'il avait investi à 80% quelques mois auparavant. Et il a été remplacé, au lieu d'organiser même dans la grande célérité des primaires, il y avait des candidats. On l'a nommé d'office, sa vice-présidente, qui visiblement n'était pas en mesure non seulement d'emporter les élections, mais même de galvaniser l'électorat démocrate. Et le résultat des courses, c'est que le Parti démocrate se trouve aujourd'hui en minorité au Congrès, privé de la Maison-Blanche, ce qui n'était pas évident avant les élections, et qui doit redéfinir, un peu comme le Parti socialiste français, mais dans des conditions moins dégradées, son agenda politique, puisque le Parti démocrate a perdu les élections américaines, entre autres, en raison de ses accointances avec ce que nous appelons d'une manière très générique le wokisme. Il est rejeté pour des raisons non seulement politiques, mais pour des raisons culturelles. C'est déjà arrivé dans le passé, et la remontée du Parti démocrate dans le passé devait aux gouverneurs. Ce sont les gouverneurs qui ont opéré une sorte de recaptation du Parti démocrate. C'est Clinton. C'est l'élection de Clinton qui est une élection qui a été initiée à l'origine par les gouverneurs. Laurence Nardon, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette investiture de Donald Trump? On dit qu'il a déjà signé une centaine de décrets, il a mal à la main, il va changer l'Amérique en une journée. Oui, on peut s'attendre vraiment enfin, il l'a annoncé depuis des semaines, à un nombre de décrets très important sur les questions d'immigration, sur les questions de guerre commerciale avec le reste du monde. Et ça fait vraiment penser à cette stratégie en Irak en 2003, shock and awe, choc et stupéfaction, c'est-à-dire qu'il va y aller vraiment très fort. Et on ne sait pas. Et le pire de tout, c'est qu'on ne réussit toujours pas, après ces mois de menaces, à savoir exactement ce qu'il va dire. Par exemple, sur les tarifs commerciaux, il a, dans ses discours de campagne, et puis depuis sa victoire, cité régulièrement des montants différents, 10%, 20%, etc., même 60% pour les importations venues de Chine. Donc on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Mais cette stratégie de proposer des choses vraiment très, 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 très fortes, très, très menaçantes, je parlais de shock and awe, c'est une stratégie militaire. Je pense qu'en fait, pour Trump, c'est plutôt son expérience dans l'immobilier new-yorkais qui consiste dans une négociation à arriver en proposant ou en imposant a priori à l'adversaire des choses terribles de manière à ce que ce dernier
prennent peur et cèdent. C'est vraiment une stratégie de négociation très brutale. En tout cas, par rapport au premier mandat, il semble y avoir une différence, c'est que là, il y a une démarche organisée. Oui, et pour autant, on voit bien que derrière lui, il y a des courants idéologiques divers et contradictoires. Euh, Il y a, on l'a tous vu, il y a le courant J.D. Vance, qui est un courant très conservateur sur les questions Son sociétales. vice-président. Oui, vice-président, qui veut, pour les plus idéologues d'entre eux, presque séparer, supprimer la séparation entre l'Église et l'État pour faire à nouveau, enfin à nouveau même pas, en fait, c'est totalement fantasmé, pour faire des États-Unis une nation assise sur les principes chrétiens que même les pères fondateurs n'avaient pas voulu à l'époque, en 1787. Ça, c'est un premier courant. Et puis, l'autre, c'est le courant libertarien, représenté par Elon Musk et tous ses amis de la tech. Et donc, on va voir, ça va être la grande question des mois à venir, si ces deux courants idéologiques contradictoires réussissent à faire une nouvelle version de ce qu'on appelait le fusionnisme dans les années 80. Le fusionnisme des années 80, sous Reagan, c'était la fusion entre le conservatisme social et le libéralisme économique. Là, il faudrait que ce soit un fusionnisme 2.0 entre deux versions beaucoup plus radicales du conservatisme et du libéralisme. Bon, en tout cas, Ran Levy, il y a un effet, une conséquence visible à l'échelle internationale de l'arrivée de Trump, c'est cette trêve donc à Gaza avec 3 premiers otages libérés à la faveur donc du cessez-le-feu. Un commentaire sur ce qui s'est déroulé là-bas et qui, semble-t-il, est assez inattendu dans la mesure où Trump a tordu le bras de manière assez violente à Netanyahou, alors même qu'on les pensait tous les deux extrêmement proches. Trump voudrait commencer son mandat avec les problèmes du Proche-Orient derrière lui. Et c'est un homme qui procède par des deals, par des accords. Ce n'est pas un homme, un foudre de guerre en matière internationale, sauf qu'il compte trop sur sa capacité de persuader, de dialoguer, de faire des affaires et d'imposer sa volonté. Sa volonté au Proche-Orient, son idée pour le Proche-Orient, l'idée prioritaire, c'est la poursuite des accords d'Abraham, c'est-à-dire une alliance entre les États du Golfe et Israël, et qu'il facilite le traitement du problème iranien, dont il est un des auteurs, parce qu'il ne faut pas oublier que dans sous son premier mandat, et c'est à mon avis sa plus grande erreur de politique internationale, il a rompu l'accord avec l'Iran et il est indirectement responsable de l'armement nucléaire iranien. L'Iran est aujourd'hui au seuil de la bombe. Il veut résoudre les mains libres le problème iranien et pour cela, il faut que l'affaire du Proche-Orient soit derrière lui. Mais l'affaire du Proche-Orient échappe souvent aux volontés individuelles. Il faut dire aussi sur cet accord que c'est un accord qui aurait pu avoir lieu en mai dernier. Il s'est fait quasi exactement dans les mêmes termes qui avaient été conçus par le président Biden. J'ajoute d'ailleurs au passage que Trump a été instrumental dans la conclusion de cet accord, mais dans cette négociation, les représentants du président sortant et du président élu ont travaillé la main dans la main et obtenu les résultats qu'on a. Laurence Nardon, est-ce que ça signifie qu'il va réussir là, qu'il va modifier selon donc sa volonté dans différents buts à la fois commerciaux vis-à-vis de la Chine, narcissiques puisqu'il veut obtenir apparemment le prix Nobel de la paix? Oui, cette politique étrangère de Trump qui commence aujourd'hui, mais qui, vous le disiez, a déjà commencé en fait depuis sa victoire. Est-ce qu'elle va être différente de celle de son premier mandat? On parlait à l'époque de jacksonisme pour désigner la politique étrangère de Trump, un mélange de volonté de ne pas s'impliquer dans les affaires du monde et en même temps d'être très brutal quand il le faut. Là, on a été surpris ces derniers temps. Alors d'abord Ça, c'est du jacksonisme, comme vous dites?
Ce qu'il a fait au Proche-Orient. Eh ben non, justement, il y a plus de... Enfin, je trouve que là, ces dernières actions et déclarations, c'est plutôt un retour à un impérialisme, alors pas l'impérialisme du XXe siècle que dénonçaient les partis communistes en Argentine, etc., mais plutôt un impérialisme comme au XIXe siècle, c'est-à-dire... alors là, je ne parle pas vraiment du Moyen-Orient, mais je parle de ces revendications territoriales totalement inattendues ces dernières semaines sur le Canada, Groenland, etc. Le Panama. Groenland, voilà. Là, c'est comme si on revenait à McKinley, qui était le président à la fin du 19e, qui avait pour vice-président Teddy Roosevelt, qui lui a succédé. Bon, bref. C'était un moment où les États-Unis ont fini leur conquête territoriale sur le continent et commencent à projeter leurs forces dans le reste du monde et acquièrent des bases navales un peu partout, les Philippines, Cuba, etc. Et on se retrouve un peu comme à cette époque avec des États-Unis qui sous Trump, ne vont certainement pas, et on le voit aussi au Moyen-Orient, ne vont certainement pas vouloir s'impliquer militairement dans le reste du monde. Là, on parle d'une guerre possible Iran-Israël. Je crois que là, c'est une ligne rouge pour Donald Trump. Il voudra pas du tout accompagner Israël dans cette démarche. Donc, pas d'intervention militaire, pas de responsabilité morale de quelque sorte que ce soit dans le reste du monde. C'est pour ça que son implication sur le front du Moyen-Orient, en Israël, enfin, je parle sous le contrôle de Rana Levy. Est-ce qu'on peut parler d'une volonté de paix pour des raisons morales de Trump ? Je ne le crois pas. C'est vraiment pour se faciliter la tâche. Rana Levy, alors, se faciliter la tâche, il y a probablement donc une volonté, on l'a dit, d'obtenir ce prix Nobel de la paix, mais il y a aussi quand même une ligne idéologique qui est ce qui lui a permis d'être élu vis-à-vis des évangéliques qui ont un soutien à Israël. Il y a un certain nombre de personnes nommées dans l'administration Trump qui étaient sur une ligne très proche de celle du Likoud de Netanyahou, Rana Levy. Je crois que les Likoud de M. Netanyahou ont un très mauvais réveil depuis l'élection de Donald Trump, mais parce qu'ils espèrent, et d'ailleurs ils l'ont eu déjà au moment où il a transféré l'ambassade américaine à Jérusalem. Ils croyaient qu'ils avaient une ligne ouverte pour poursuivre les implantations et quasiment pour annexer la Cisjordanie. Et un coup de téléphone les a arrêtés. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Pour Trump, comme Madame vient de le dire, c'est pas un foot de guerre. C'est un homme qui fait des affaires et qui fait des deals. Pour lui, le deal, c'est de pacifier autant que possible la région vis-à-vis de l'Iran. Et donc, il n'est pas du tout sur la même ligne que M. Netanyahou. Et il risque d'y avoir des vraies frictions entre l'administration Trump et le gouvernement de Jérusalem s'ils poursuivent d'une manière ou d'une autre la guerre à Gaza. Dites-moi, il faut qu'on ait une page People aussi, Rana Levy, parce que la famille régnante en Israël ne va pas bien. L'épouse de Netanyahou est depuis 1 mois et demi à Miami, donc pas très loin de Donald Trump. Netanyahou a été opéré, dit-on, en urgence de la prostate alors qu'on lui diagnostiquait publiquement une infection urinaire. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que l'on peut dire à ce sujet? Que M. Netanyahou, malgré le départ de sa femme, plutôt auprès de son fils, qui lui aussi est un exilé volontaire au moment où l'État d'Israël est en guerre depuis 1 an et demi, et que M. Netanyahou a une telle résilience que quand il fallait voter à la Knesset une loi qui favorise les ultra-religieux et pour maintenir en vie sa coalition, de son lit d'hôpital, il s'est expédié à la Knesset pour voter avant de retourner à son lit. Mais je voudrais dire un mot sur cet accord. Ce qui le rend tellement fragile, c'est qu'il n'est malheureusement pas dans l'intérêt du Hamas et de Jérusalem et du gouvernement de Netanyahou de le maintenir. Si le Hamas mène jusqu'au bout et suit jusqu'au bout l'accord, il n'y a plus de carte, il n'a plus d'otages. Il se trouve à Gaza en état de ruine terrifiant, qu'il n'a pas les moyens et ni peut-être la volonté de reconstruire. Il aurait pu le faire, il aurait pu faire de Gaza autre chose de ce que ça n'a été avant,
le 7 octobre, avec les milliards que le gouvernement Netanyahou a autorisé de lui allouer régulièrement, ce n'est pas arrivé. Et M. Netanyahou, s'il mène jusqu'au bout cet accord, il faut l'espérer, mais s'il mène jusqu'au bout cet accord, il n'a plus de coalition, il y a des élections, il perd le pouvoir et il risque de finir en prison. De toute manière, il risque de finir en prison. Donc il y a des incitations non politiques des deux côtés de ne pas mener jusqu'à bout cet accord. Il faut prier le ciel qu'ils y arrivent, notamment sous la pression de Trump qui veut absolument que cette affaire soit réglée. Mais on voit malgré tout que cette pression qui est faite, alors on peut aussi l'analyser comme étant un camouflet pour Netanyahou. Il voulait détruire le Hamas est toujours là et le Hamas contrôle toujours très largement Gaza. Oui, c'est-à-dire que le problème central de cette affaire du Proche-Orient, c'est que le gouvernement Netanyahou n'a aucune vision politique de l'avenir à laquelle adapter une stratégie militaire. La stratégie militaire, je ne peux pas dire que la stratégie militaire du gouvernement Netanyahou a été erratique, parce que le Hamas a été décapité, son arsenal est quasiment détruit, surtout les tunnels n'existent quasiment plus, sauf celles où les pauvres otages croupissent toujours. Mais il n'y a aucune idée de ce qu'on peut et ce qu'on doit faire après. Donc, en l'absence d'une vision politique, on poursuit la guerre d'une manière ponctuelle, mais sans savoir où on va. Et l'idée, derrière ce problème, il y a le problème autrement important qui est l'avenir de la région, c'est-à-dire l'avenir des relations israélo-palestiniennes sur laquelle Netanyahou n'a pas les débuts du commencement d'une idée. On voit donc cette politique américaine qui a eu un certain nombre de conséquences sur le Proche-Orient, ce que d'aucuns appellent la révolution Trump et qui a déjà eu lieu dans la politique américaine, Laurence Nardon. Elle va se traduire. Comment il y a une équipe en place? Alors, on connaît un certain nombre de noms. On connaît bien Elon Musk, le ministre de la Défense putatif, je ne sais pas s'il a été Pete Hegseth, oui. Et qui est à la fois un vétéran, mais aussi un présentateur de Fox News. Ces visages-là, ils nous sont désormais un peu connus. Si vous pouviez donc nous dire quelques mots au sujet donc, de cette équipe gouvernementale. Oui, alors l'équipe qui a été mise en place très tôt, début novembre, oui, on connaît déjà tous les noms, tous les visages. Il y a quelque chose qui ressemble à 2016, c'est qu'il y a toujours des personnages qui ont été, des personnalités qui ont été choisies pour le message qu'elles envoient, mais qui ne sont pas vraiment compétentes. Par exemple, vous parliez de Pete Hegseth, qui est donc nominé, qui a déjà passé ses auditions de confirmation au Sénat et qui semble être en bonne voie d'être confirmé, donc pour être secrétaire à la Défense. Il n'a pas l'air très compétent parce qu'il n'a aucune expérience de gestion de la chose militaire. Il a certes été sur le terrain en tant que commando il y a de nombreuses années, mais il était plutôt, comme vous l'avez dit, sur Fox News. Donc, et il a beaucoup de casseroles. Il a pas mal de casseroles. S'il faut cuisiner, il a de quoi faire. Des histoires à l'école, etc. Bon, oui. Mais donc, il y a toujours des gens peu compétents. Mais en face, il y en a quand même, le ratio des gens compétents est quand même plus important qu'en 2016. On parle beaucoup notamment de Susan Wiles, qui va être sa directrice de cabinet, on dirait en français, et qui est une opérative républicaine de Floride, qui a mené toute sa campagne de 2024, qui l'a menée à la victoire, et qui, pour le coup, est une personne très discrète et qui a l'air très compétente, donc il y a plus de profils comme celui-là. Mais je trouve, je l'ai dit tout à l'heure, que la chose la plus importante, c'est vraiment ces courants idéologiques différents et contradictoires autour de Trump. On parlait de Vance, le vice-président, et de Elon Musk, qui sont déjà en train de se disputer derrière Trump. Sur quoi ? Sur l'immigration, en l'occurrence. Enfin, je suppose qu'ils auraient d'autres sujets. Après, est-ce que c'est des histoires de jalousie pour avoir l'attention de Trump? C'est possible aussi. En l'occurrence, sur l'immigration, nous avons, vous savez, Trump
et J.D. Vance derrière lui veulent une politique de fermeture des frontières totales et de déportation. C'est le mot américain. En français, on dirait expulsion. Mais je crois qu'il faut presque employer le terme de Zemmour, qui est le terme de remigration, parce que c'est à une échelle tellement délirante. Trump propose donc de renvoyer chez eux les 11 millions à peu près d'illégaux qui sont aux États-Unis, des gens qui sont, pour certains, arrivés il y a quelques jours, mais pour d'autres, ils sont là depuis des années, ils ont des enfants, un travail, etc., contribuent à la société. Et l'idée, c'est non seulement de fermer la frontière au sud avec le Mexique, de renvoyer les gens qui sont dans les centres d'accueil, mais aussi, et là c'est beaucoup plus grave, d'aller chercher les gens dans le pays. En employant éventuellement l'armée, des choses qui ne sont pas du tout constitutionnelles a priori. Vance est sur cette ligne-là. Et puis en face, on a eu il y a quelque temps Elon Musk qui a dit « mais pas du tout, moi je veux que les gens dotés d'un visa H1B, c'est-à-dire des gens très diplômés, puissent continuer à rentrer aux États-Unis pour peupler les entreprises de la Silicon Valley ». Et donc ils se sont déjà engueulés, excusez-moi, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'un tel attelage peut tenir Rana Levy? On l'a dit, le Parti républicain jadis avait un programme, une idéologie. Maintenant, il y a un homme qui réunit autour de lui des personnalités diverses. Et Trump réunit des aspirations idéologiques complètement contradictoires, dont il fait la synthèse. Je me suis amusé à regarder les déclarations enthousiaste sur la création d'une nouvelle coalition républicaine entre les conservateurs, les anti-immigrationnistes et les gens du Silicon Valley. En fait, comme ça vient d'être dit, il y a des aspérités idéologiques tout à fait irréconciliables au sein du parti. Je crois que c'est vrai que Musk, il n'est pas hostile forcément à l'expulsion des travailleurs dans l'agriculture et dans la restauration, mais il a tort parce que ça a des conséquences économiques fâcheuses. Et il est pour l'immigration choisie, sélective, pour alimenter ou peupler la Silicon Valley. Mais quelque chose dans cet attelage ne peut pas durer. Et je crois que Trump voit en Vance un de ses successeurs. Et donc, la séparation d'avec Musk me paraît à terme inévitable. Un mot de conclusion, Laurence Nardon. Oui, d'autant plus que Musk, comme il est né en Afrique du Sud, lui ne pourra jamais se présenter à la présidence des États-Unis. Donc, en effet, il n'a pas grand-chose à espérer sur le long terme. Bah, ça fait au moins une bonne nouvelle aujourd'hui. On peut en rester là pour l'instant. Il y a le Trumpisme. Et le Trumpisme central. Et le Trumpisme, c'est Vance, c'est pas Musk. Rana Levy, Le chaos de la démocratie américaine, c'est votre livre publié donc en poche folio. Merci Laurence Nardon. Dans quelques instants, le journal, le 8h45 d'Anne-Laure Chouin et mes camarades François Saltiel, Lucille Comon.